L'objectif est d'abord de venir capter l'activité électrique à la surface du cortex, du cerveau, grâce à des implants qui ont été développés au CEA et qui permettent d'enregistrer cette activité électrique. Bonjour Guillaume Charvet. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA. Vous allez donc nous parler de cette première mondiale, ce dispositif incroyable qui a été implanté chez une personne paraplégique pour lui redonner l'usage de ses jambes, lui redonner la marche. C'est quasiment biblique comme scène. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors effectivement, nous avons permis à une personne paraplégique de remarcher grâce à son contrôle cérébral, son simple contrôle cérébral, pour lui permettre d'avoir un contrôle plus naturel de ses pas. Alors l'objectif était en fait de restaurer le lien qu'il y a entre le cerveau et la moelle épinière. Donc c'est un lien qui a été rompu suite à un accident de vélo qu'il a eu il y a 12 ans, ayant entraîné une section incomplète de sa moelle. Et donc, en fait, dans le cadre d'une collaboration entre les équipes françaises du CEA de Grenoble et les équipes suisses de l'EPFL et du CHU de Lausanne, nous avons développé une technologie unique, une technologie d'interface cerveau-moelle épinière. Alors on parle beaucoup des implants cérébraux d'Elon Musk, etc. Et puis on voit que finalement, il se passe des choses également ici en Europe, des choses réelles qui se concrétisent véritablement. Il faut préciser que c'est donc un système qui est assez invasif, hein. Ça passe par la voie chirurgicale. Alors tout à fait, en fait, l'objectif est d'abord de venir capter l'activité électrique à la surface du cortex, du cerveau, grâce à des implants qui ont été développés au CEA et qui permettent d'enregistrer cette activité électrique. Avec des électrodes, il y a 64 électrodes qui enregistrent cette activité électrique à la surface du cerveau. On mesure des signaux de très faible amplitude. Les données sont ensuite transférées de manière sans fil grâce à des antennes, puisque ce système est totalement implanté dans la boîte crânienne. Et les données sont ensuite transmises de manière sans fil à travers la peau vers un ordinateur qui va les décoder en temps réel. Et l'objectif est ainsi de décoder les intentions de mouvement de marche du patient. Ces intentions sont ensuite converties en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière, donc une stimulation électrique qui va permettre de réactiver les muscles des jambes, permettant ainsi au patient de remarcher selon sa propre volonté. Alors, ça ressemble c'est quand même assez gros, hein. C'est la taille on va dire, une très grosse pièce de monnaie. 5 cm de diamètre. Ouais. Et donc ça, c'est implanté dans la boîte crânienne ? Exactement. L'objectif est de couvrir la zone corticale correspondant au mouvement des jambes, puisqu'il y a des zones précises dans le cerveau et c'est sur cette zone-là qu'on a placé les implants. Alors, on sait que le cerveau, effectivement, ce sont des impulsions électriques en permanence, mais comment capter ces impulsions et savoir qu'elles sont là pour faire fonctionner les jambes ? Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à identifier les signaux qui activent le mouvement des jambes ? Alors pour ça, en fait, on va utiliser des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc en fait, on va, pour interpréter cette activité électrique qui est générée lorsque le patient, par exemple, va penser à lever la jambe droite, il va falloir qu'on la convertisse ensuite en mouvement, en intention de mouvement. Et donc pour ça, en fait, on va utiliser ces algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle pour faire le lien et comprendre cette activité électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va entraîner le patient, on va calibrer un modèle de décodage permettant d'interpréter cette activité. Donc, ce modèle de décodage, c'est quoi ? C'est tout simplement une table de correspondance entre l'activité électrique mesurée et l'intention de mouvement du patient. Et alors ensuite, ces informations sont transmises à la moelle épinière, c'est ça ? Alors, et ces informations, donc ces prédictions de mouvement qui ont été générées et donc identifiées par le modèle de décodage, sont ensuite converties en séquences de stimulation bien spécifiques permettant d'activer les muscles des jambes
assurant et réalisant ainsi un mouvement de marche pour le patient. Est-ce que ça veut dire que le patient doit se concentrer, penser très fort à marcher, ou c'est pour lui aussi naturel que pour une personne valide? Alors au début, le patient, bien entendu, il a dû se concentrer pour réaliser ce qu'on appelle des tâches mentales. La tâche mentale, c'est par exemple lever la hanche droite, lever la hanche gauche, ou la jambe droite, la jambe gauche. Donc pour créer justement ce fameux modèle de décodage. Puis, au fil des entraînements, il s'est entraîné à répéter ces tâches mentales. Et par exemple, aujourd'hui, le patient, il peut très bien marcher et parler en même temps, donc réaliser d'autres tâches mentales, puisque cette tâche de marche, il l'a internalisée pour qu'il puisse réaliser d'autres tâches de la vie quotidienne en parallèle de ces tâches mentales de marche. Donc il y a des vidéos qui circulent, que vous avez réalisées, où on voit donc la personne qui effectivement retrouve l'autonomie. Ce n'est pas encore une très grande fluidité malgré tout. Il y a des contraintes. Hein. Il faut qu'il marche avec des béquilles, je crois. Bien entendu, c'est-à-dire que on a permis au patient de remarcher, mais avec par exemple un déambulateur ou avec des béquilles, ce qui est déjà pour lui très très important, mais Bien sûr. du progrès à faire pour permettre justement une marche encore plus fluide. Mais aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est qu'on a permis au patient de réaliser un contrôle qui est le plus naturel possible, puisque non seulement il peut contrôler le mouvement de ses jambes, de sa jambe droite, sa jambe gauche, mais il peut contrôler également la hauteur de ses pas. Et ça, c'est un point très important, puisque grâce à ça, il a pu, pour la première fois, aller sur des environnements extérieurs, donc marcher sur des terrains un peu complexes, pouvoir, par exemple, monter des marches d'escalier, monter des rampes, et ça, il n'avait jamais pu le faire auparavant. Et ça, c'est grâce à ce contrôle cérébral où il est capable de contrôler l'amplitude des mouvements, mais également le rythme de ses pas. Mais alors, ça paraît fantastique, hein, et ça ouvre un champ de possibilités incroyable. Ça a donné énormément d'espoir à beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être déployé à grande échelle pour beaucoup plus de monde? Alors aujourd'hui, on est sur un essai clinique de preuve de concept. On a montré la faisabilité de cette technologie d'interface cerveau-moelle épinière sur ce premier patient. Nous devons poursuivre cet essai clinique pour montrer cela sur un petit groupe de patients, un petit nombre de patients, pour arriver à montrer que c'est reproductible. À l'échelle dans quelques années, il reste encore, à mon avis, encore plusieurs années de recherche pour fiabiliser le système et étendre les essais cliniques pour que, à terme, ce système puisse être utilisé par un plus grand nombre de patients. Et le futur, ça pourrait être quoi? On pourrait aller vers d'autres développements. À quoi vous réfléchissez aujourd'hui? Alors, on est déjà, bien entendu, à anticiper et préparer l'utilisation de cette technologie pour d'autres indications. Donc, en particulier, on a obtenu récemment les autorisations des autorités suisses pour démarrer un nouvel essai clinique, cette fois-ci en utilisant cette technologie pour permettre cette fois-ci à des patients tétraplégiques de contrôler le mouvement de leurs membres supérieurs, dont leurs bras. Et l'objectif est de pouvoir cette fois-ci capter l'activité électrique correspondant au mouvement des bras et des mains en plaçant les implants sur la zone corticale correspondant à ces tâches d'activité d'imagination de mouvement des bras et des mains, et combiné à une stimulation qui est passée au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical, ce qui permet de contrôler le mouvement des bras. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le capteur lui-même, enfin l'implant que vous avez développé? C'est composé de quoi? Quel a été le chemin technologique pour arriver là? Alors le dispositif, donc cet implant, c'est une technologie qui a été développée au CEA, ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille sur cette technologie, puisqu'elle est composée d'une matrice d'électrodes, mais à l'intérieur, il y a une électronique avec des circuits intégrés qui permettent d'amplifier les signaux, des signaux de très faible amplitude. On mesure des signaux entre 10 et 100 microvolts, donc correspondent à des signaux correspondant à l'activité cérébrale mesurée à la surface du cerveau. Également, il y a des systèmes de communication sans fil, et tout ça, bien entendu, doit fonctionner dans cet implant et de manière sans fil. Également, cet implant, il est télalimenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc on n'a pas de problématique de durée de vie du système. Ce système-là peut fonctionner plusieurs années. D'ailleurs, on a un patient à Clinatec qui a été implanté il y a plus de 5 ans
et dont les implants fonctionnent toujours. Il faut dire malgré tout qu'il faut un dispositif ou un ordinateur connecté à cet implant pour que ça puisse fonctionner. Alors bien entendu, la partie décodage de l'activité cérébrale est faite pour l'instant sur un ordinateur sur lequel on a les fameux algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont décoder ces signaux. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on a pu faire, c'est que cet ordinateur... Donc l'ordinateur, il faut le transporter. Il faut le transporter. On a travaillé pour optimiser la taille, bien sûr, de l'ordinateur, un ordinateur qui a nécessité d'avoir une certaine puissance. Et aujourd'hui, cet ordinateur a été placé sur le déambulateur lui-même du patient et le patient utilise le système chez lui, à son domicile, depuis plusieurs mois. Donc, c'est la première fois qu'on a un patient qui utilise une interface cerveau-moelle épinière chez lui dans le cadre de ses activités quotidiennes. Et pour la suite, ce qu'on anticipe, c'est de pouvoir encore réduire la taille, puisque aujourd'hui, voilà, c'est un système qui se met sur un déambulateur, mais l'objectif, c'est d'arriver, par exemple, à avoir le système à la ceinture. Et pour ça, l'objectif, c'est de passer de cet ordinateur à une simple puce électronique. Et en particulier au CEA, on a des compétences dans le domaine de la microélectronique pour pouvoir réaliser ce type de travaux permettant de réduire la taille et la consommation du système. Impressionnant. Merci beaucoup, Guillaume Charvet, responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA.